Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritime ATV. Grand plaisir de prendre le relais pour vous informer dans notre journal. Nous sommes le mardi 17 juin. Et à la une, baignade, pêche, loisirs et professionnels toujours interdites dans l'étang de Berre. Conséquence de l'incendie du week-end dernier dans les entrepôts de l'entreprise Pure, site classé Céveso à Rognac. La pollution a été causée par les eaux qui ont permis d'éteindre l'incendie. La baignade et les activités nautiques restent donc interdite jusqu'à demain mercredi sur l'ensemble du rivage de l'étang de Berre, mais aussi la pêche. Et justement, notre reporter avisé Sandrine Calvérac est allée à la rencontre des pêcheurs du canal de Caronte. Regardez. Là, on est canal de Caronte. Oui. C'est la mer Méditerranée ou c'est l'étang de Berre? Là, c'est la Méditerranée qui rejoint l'étang de Berre. En fait, c'est une jonction. Une jonction, ouais, des deux. Est-ce que vous avez entendu parler de l'incendie à Rognac? Je suis de Gignac, mais on a entendu parler de l'incident. C'est pour ça que c'est pollué maintenant. C'est interdit de ramasser les coquillages et de ramasser... Parce qu'on devait ramasser les palourdes normalement. Ça me fait peur. Bon, moi, je ne suis pas trop amateur de palourdes et compagnie. Je plains ceux qui ont l'habitude, parce qu'il y en a beaucoup qui ramassent. Et une intoxication ou un truc, c'est vite arrivé. C'est déjà arrivé. Vous pêcheriez, vous, dans l'étang de Berre? J'ai eu pêché, mais je ne suis pas vraiment pour pêcher dans l'étang de Berre. Je viens ici, ou on va du côté de Saint-Mitre ou du côté de Port-de-Bouc. On pouvait pêcher à l'étang de Berre. On pêchait les torpilles, les raies torpilles. Avec les pieds, on les prenait. Ah ouais, je vous parle de ça il y a 45 ans en arrière. On venait camper, on campait même sur le jail. Mais même ici, les anguilles, il n'y en a presque plus. Les turbos, il n'y en a presque plus. Et voilà. Et maintenant, il paraît qu'il y a des crabes bleus. Ah ben, on n'est pas sorti de la mer avec ça. Et oui, les crabes bleus sont les nouveaux envahisseurs de l'étang de Berre et les ennemis jurés des pêcheurs. On vous en a parlé récemment, souvenez-vous, à travers cette campagne menée par le JPREP pour mieux appréhender le développement et le déplacement de l'espèce et surtout réguler sa prolifération. Alors pour en revenir à cette interdiction de pêche et de baignade, elle concerne, sachez-le, 10 communes, Rognac, Berre, Saint-Chamas, Miramas, Istres, Saint-Mitre, Martigues ou encore Châteauneuf, Marignane et Vitrolles. Elle devrait être, je vous rassure, levée dès demain. Nouveau remous à Rognac en résonance justement avec cet épisode de pollution. La ville monte au créneau pour empêcher l'implantation dans sa commune de Gemfi, une plateforme logistique de produits industriels à seulement 20 mètres de l'étang de Berre. Écoutez à ce sujet Christophe Gonzalez, c'est le maire de Rognac, il est au micro de Noren Werfeli. Gemfi, c'est une plateforme de stockage logistique. Ils ont des activités un peu de partout en France. Et là, sur le site qu'ils ont prévu d'exploiter en bord de l'étang de Berre, ça va être du stockage de produits industriels. Avant d'être élu, j'étais contre ce projet et là je réaffirme mon opposition à l'installation de ce projet, d'autant plus en bord de lagune. Là c'est vraiment, le Spur, la société qui a eu l'incendie ce week-end, se situe à peu près à vol d'oiseau à 350-400 mètres de l'étang de Berre et on a eu des pollutions qui sont arrivées, même si les pompiers avaient tout mis en place pour éviter que ça se propage à plus grande ampleur. Ils ont très bien fait leur travail. Et là, à 20 mètres, vous imaginez bien que les déversements ce serait une catastrophe écologique pour notre étang de Berre. Ça fait maintenant quelques années, même décennies, qu'on veut réhabiliter cet étang de Berre qui est magnifique. Et là, c'est un non-sens écologique, comme je le dis dans la lettre que j'ai envoyée à monsieur le préfet et à madame Martine Vassal. Et selon nos informations, si Gemfi s'implante sur notre territoire, on estime à plus de 500 poids lourds supplémentaires sur nos routes, bien souvent déjà saturées, vous le savez, notamment autour de Rognac et Vitrolles. La transition énergétique prend une nouvelle dimension à Vitrolles. Justement, un projet pionnier officialisé, souvenez-vous, en mars dernier, via un contrat de concession pour le développement d'une communauté d'énergie renouvelable avec Serenison et Watteos. Alors c'est un modèle de production et de consommation partagée d'électricité verte. Pour en savoir plus sur ce projet inédit et puis surtout pour éventuellement rejoindre cette grande communauté, eh bien sachez qu'une réunion publique est prévue demain, mercredi, à 18h30 à l'espace Nelson Mandela à Vitrolles. Elle est ouverte à tous, vous pouvez vous inscrire au préalable. Vous avez tous les détails sur notre site maritima.fr. On se penche à présent sur un grand chantier à Miramas. Après 8 ans de réflexion et de concertation sur le projet, les travaux de réaménagement de la gare de Miramas
ont commencé. Hier après-midi, plusieurs élus se sont rassemblés pour poser la première pierre de ce vaste chantier de modernisation. Au cœur des travaux, une grande passerelle piétonne qui traversera la gare. Un reportage d'Alexandre Pérou. Végétalisation, amélioration des services, du confort, de l'accessibilité, rehaussement des quais, renforcement de la sécurité, d'importants travaux de modernisation ont débuté à la gare de Miramas. C'est une vision d'avenir que nous avons sur l'ensemble de la région, où la totalité des gares sont refaites, et c'est plus de 500 opérations qui ont été faites dans nos 145 gares, puisque nous avions toujours dit qu'on ne les fermerait pas et qu'on développerait le train. C'est ce qu'on fait, et la preuve ici à Miramas. Au cœur de ce projet, une grande passerelle qui permettra une meilleure accessibilité à la gare, mais aussi un meilleur raccordement entre les quartiers de Miramas. Pour SNCF Gare et Connexion et SNCF Réseau, c'est un chantier d'envergure parce que déjà c'est une passerelle très importante, elle fera 75 mètres de long, 5 mètres de haut. D'ailleurs on parle de connexion urbaine et ferroviaire, c'est-à-dire que la passerelle aura plusieurs usages. Usage pour desservir les quais et les rendre accessibles à tous par des ascenseurs, et en même temps relier les deux quartiers de la ville qui sont aujourd'hui séparés par le faisceau de voies, puisque Miramas c'est une gare avec une histoire très forte au chemin de fer, elle a été construite presque autour du chemin de fer, et donc les voies séparent pratiquement la ville en deux, et donc ça sera un ouvrage qui permettra de réunir les deux quartiers de la gare. Un projet important qui, pour les élus, va permettre de renforcer l'attractivité de la région sud. Je crois que c'est la clé de voûte d'une grande cathédrale ferroviaire qui est en train de se construire dans la région Provençale-Côte d'Azur. On ne le sait pas assez, mais Miramas est une très grande gare de voyageurs et une des plus grandes gares de fret ferroviaire de France. D'après les élus, la fin des travaux est prévue pour l'été 2026. Si les travaux ne prennent pas de retard, les élus assurent que les voyageurs pourront emprunter cette future passerelle et profiter des nouveaux équipements à l'été 2026. Propreté sous terre dans le métro à Marseille. La RTM résilie son marché avec le prestataire Atalian. Là aussi, c'est un dossier qu'on suit de près. Depuis le 30 septembre 2024, les prestations n'ont pas été exécutées en conformité, ce qui a généré beaucoup d'insalubrité. L'exploitation de la ligne 2 du métro avait d'ailleurs été interrompue en tout début de mois pour cette raison. La RTM travaille à une procédure d'appel d'offres pour permettre une exécution enfin conforme aux attentes et un juste niveau de coût. À Marseille toujours, un incendie nocturne dans un parking souterrain, une grosse intervention pour le bataillon des marins-pompiers vers 1h30 du matin. Le feu a pris sur un véhicule garé dans un immeuble de 4 étages situé rue Liandier, c'est le quartier du Rouet dans le 8e arrondissement. 49 personnes ont été évacuées en urgence, 4 ont été transférées à l'hôpital après avoir inhalé des fumées. Les pompiers étaient encore sur place ce matin pour refroidir la zone. Tout est maintenant rentré dans l'ordre. Dans la cité phocéenne toujours, cérémonie en grande pompe. Ce matin au palais du Pharaon, la ville accueillait 78 nouvelles recrues au sein de sa police municipale. Parmi ces nouveaux visages, des profils très variés. Stéphane, 49 ans, ancien conducteur de train, et Jennifer, 32 ans, ancienne militaire. Alors pourquoi la municipale? Pourquoi Marseille? Nous leur avons posé la question. Le soleil, les gens qui ont le sourire et vraiment servir les gens. Honnêtement, servir une ville comme Marseille, c'est excellent. En fait, c'est une ville vivante et puis il y a des grands engagements, il y a des gros enjeux au niveau de la sécurité et du coup là on se sent utile à ce moment-là. Mais c'est là nous on intervient, on essaie d'être au plus proche des citoyens et du coup là notre métier au niveau de la proximité est un gros enjeu à ce moment-là. Tout à fait, proximité, oui. De conseils, d'aide, pas exclusivement de répréhensif en fait. On est là pour les gens. Et Marseille c'est une grande ville, forcément, plus il y a de monde, plus il y a de problèmes, mais on est là justement pour qu'il y ait moins de problèmes. Pour que les gens vivent en harmonie le mieux possible. Et ce n'était pas seulement l'accueil des nouveaux arrivants. Lors de cette cérémonie, le maire a salué le courage de plusieurs policiers et policières pour leurs actes héroïques. Nicolas et Camille travaillent dans les quartiers nord. Ils ont secouru une mineure victime d'agression sexuelle dans un squat et interpellé ses ravisseurs. Pour ces policiers, une montée en puissance des effectifs est une nécessité dans leur secteur. On les écoute.
On va dire aussi que la police elle était moins présente dans les quartiers nord. Et avec la sectorisation, du coup, ça a permis justement d'être impliqué dans ces quartiers. Donc les agents, en fait, on est la police municipale de Marseille, mais vu qu'on a un secteur, on est plus impliqué dans le secteur et on a plus à cœur de résoudre les problèmes du secteur. Honnêtement, depuis quelques années, avec la nouvelle direction de la nouvelle mairie, on est très fiers justement de pouvoir s'impliquer et de pouvoir résoudre les problématiques des Marseillais. Ça nous permet de travailler de façon efficiente. En fait, depuis quelques années, on reprend goût et la passion, elle revient. Et c'est très agréable. On va dire que c'était devenu un peu compliqué de travailler et on ne ressentait pas moins forcément le résultat de notre travail. Au quotidien, notre hiérarchie vient nous voir et nous félicite de notre travail. Ils nous encouragent tous les jours et c'est agréable, c'est très agréable. Ça donne envie de faire encore plus en fait. Mieux. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Notez que les effectifs s'élèveront à 700 policiers municipaux cette année. En 2026, ce chiffre devrait monter à 800. Les stacks crient à l'aide. Je m'explique, 33 associations des 15e et 16e arrondissements de Marseille se mobilisent. Depuis près de 30 ans, ils attendent le réaménagement et la sécurisation de leur littoral et surtout la concrétisation du projet Grand Estac. Ils ont tout simplement l'impression que leur contestation reste sans réponse. Le problème majeur, c'est bien l'accès aux plages pour limiter les risques de noyade. Je vous propose d'écouter les points de vue tranchés de Tamara Béard. Elle est adjointe au maire des 15e et 16e à Marseille, en charge du cadre de vie. Et puis Marie-Poste Coletta, elle est vice-présidente de l'association Cap au Nord. L'accès au littoral permet aux parents en tout cas de s'approprier la culture de la baignade, de la nage sur notre secteur. En tout cas même sur la ville de Marseille. Toutes les mandatures sont assez d'accord et sur le fait que la statistique de savoir nager des enfants est très basse et trop basse. Ce manque de culture des parents qui ont un littoral relativement bloqué depuis 40 ans avec un seul accès à Corbière, très difficile en transport en commun, ne leur permet pas de s'approprier ce savoir nager et on est obligé de créer des opérations un petit peu artificielles comme sur l'espace Mistral l'été depuis quelques années avec des piscines mobiles qui sont pratiquement un non-sens par rapport au fait qu'on est à la mer à Marseille et on l'oublie beaucoup dans les quartiers nord puisqu'on n'a qu'un tout petit accès et qui est très limité en termes de transport en commun, de stationnement. On arrive à une situation un peu ubuesque d'avoir un littoral avec des enfants qui ne savent pas nager. Nous avons réussi à faire mobiliser dans le cadre de la révision de la charte ville-port nos élus, le port, la métropole sous l'égide de la préfecture qui s'était engagée à ce moment-là pour que les choses puissent être écrites, enfin dites, et ensuite écrite. Il en est sorti une charte ville-port. À cette occasion-là, compte tenu de tout ce que nous avions exprimé, on nous a répondu, eh bien, nous ferons le Grand Estac. C'est un des chantiers de la charte ville-port. Et aujourd'hui, paraît que c'est en étude, paraît qu'il y a des fonctionnaires qui s'y intéressent. Nous, ce qu'on veut, c'est un véritable engagement politique pour récupérer l'accès à la mer, pour récupérer la possibilité de se baigner, pour récupérer la possibilité de se déplacer sur la RD 568. Et tout ça, eh bien, on ne voit rien venir. Et on nous a promis et on nous balade derrière cette promesse. Une lettre a été envoyée, sachez-le, à la mairie le 17 mars dernier par les 33 associations concernées. Celle-ci reste actuellement sans réponse. Dans le reste de l'actu, en bref, la Poste a été condamnée en appel pour manquement à son devoir de vigilance, une loi française qui impose aux grandes entreprises de prévenir les risques environnementaux et atteintes aux droits humains et de leurs activités. L'ancien Premier ministre François Fillon, définitivement coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope, qui voit sa peine réduite à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'issue d'un troisième procès ordonné par la Cour de cassation. Et enfin, Airbags Takata, le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 qui font l'objet d'un rappel. Un modèle d'airbag, je vous le rappelle, défaillant, avait fait une deuxième victime en France le 11 juin dernier. Toutes ces infos sont évidemment retrouvées sur notre site maritima.fr et nous, on poursuit ce journal avec la Direction générale des finances publiques qui vient de publier son rapport d'activité au niveau national pour l'année 2024. Alors une action renforcée
contre la fraude fiscale est annoncée. Mais est-ce que vous connaissez vraiment bien la nuance entre contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale? Je vous propose d'écouter les explications de Catherine Brigand. Elle est directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Elle est au micro de Rémi Reponti. Le contrôle fiscal, c'est toutes les opérations que nous menons pour pouvoir faire en sorte que les gens déclarent bien ce qu'ils doivent déclarer et qu'ils payent ce qu'ils doivent payer. Donc ce sont plusieurs types d'opérations, alors que la lutte contre la fraude, c'est une sous-catégorie, si j'ose dire. Ça passe depuis les manœuvres frauduleuses jusqu'à les oppositions à un contrôle fiscal, etc. Donc on est vraiment face à des gens qui sont organisés et qui veulent échapper à l'impôt par tout moyen. Donc, l'union fait la force. Et dans le cadre de la lutte contre les trafics, contre les bandes organisées, etc., la direction régionale des finances publiques a toute sa place, mais elle a toute sa place au milieu d'une équipe parce que l'union fait la force et nous travaillons donc avec la douane, bien sûr, qui sont nos cousins, mais aussi avec les URSSAF, mais aussi avec la police, mais aussi avec la gendarmerie, mais aussi avec l'inspection du travail, voilà. Et tout cela également avec bien sûr une partie qui est coordonnée quand il s'agit des forces de police, etc., par le préfet de région. On est bien sûr toujours dans la course les gendarmes contre les voleurs et encore une fois, le fait de travailler avec d'autres partenaires nous aide énormément. Donc oui, les mailles du filet se resserrent. En 2024, la lutte contre la fraude fiscale dans notre département a permis de recouvrer plus de 300 millions d'euros. C'est énorme et les coopérations entre les services de l'État, de plus en plus actives dans ce domaine, devraient permettre d'obtenir des résultats encore plus importants dans les années à venir. À Aix-en-Provence, Andrea Ferréol a reçu la médaille de la ville. Une distinction de plus pour l'actrice française née à Aix le 6 janvier 1947 et déjà officier de la Légion d'honneur et officier des arts et des lettres. L'occasion de saluer le parcours artistique riche et engagé de la fille de Paul Ferréol qui était résistant et conseiller général des Bouches-du-Rhône et puis arrière-petite-fille du poète Frédéric Mistral, s'il vous plaît. Andrea Ferréol qui s'était fait connaître dans La Grande Bouffe, ce film culte de Marco Ferreri en 1973, qui a joué dans plus de 80 téléfilms et puis une bonne centaine de longs métrages, dont Les Galettes de Pont-Aven ou encore Le Dernier Métro de François Truffaut, pour lesquels elle a été nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors, avec l'association Aix en œuvre, qu'elle a fondée en 2002, Andrea Ferréol est vraiment activement engagée dans la vie culturelle de sa ville, à l'image des flâneries d'art contemporain. Et ça tombe bien, la 19e édition se déroule d'ailleurs dans les jardins aixois dès vendredi et pour tout le week-end, donc profitez-en. Ce sera l'occasion de trouver peut-être un peu de fraîcheur avec le mercure en forte hausse, vous l'avez constaté. Des fortes chaleurs sont de nouveau attendues partout en France, en fin de semaine notamment en raison d'un anticyclone figé sur l'Hexagone. Pendant plusieurs jours, on attend ne serait-ce que demain dans notre département jusqu'à 35 degrés. Il va faire chaud. Allez, avant de se quitter, 2 rendez-vous à noter et pourquoi pas profiter des belles soirées d'été qui s'annoncent avec du théâtre au clair de lune et la 3e édition du festival à la Bonne Mère. Ouverture avec le Spoons de Marcel Pagnol par la compagnie des Criques. Théâtre des Criques, c'est ce mercredi et jeudi à 21h15. Une partie des recettes du festival seront reversées au sanctuaire de Notre-Dame de la Garde pour l'entretien et la vie du lieu. C'est à vivre jusqu'au 28 juin. Le programme complet est à retrouver sur le site festivalalabonemère.fr. Et puis un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Évidemment, c'est nous qui l'organisons. Après Akon, bien une autre star internationale débarque dans la cité phocéenne et a choisi Maritima. Aloe Black, et oui, showcase très privé qui va se dérouler dans le bel écrin de l'hôtel Villa M à Marseille le lundi 30 juin. Prenez date à 20h avec en première partie la pépite soul jazz Marie-Sara. Vous pouvez gagner vos places en écoutant votre radio préférée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec les éventails, la casquette, les chapeaux, tout ce qui va bien pour lutter contre cette vague de chaleur. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.